Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple and Murder à Rosewood Gate. Frappez-moi. Qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte. Alors, ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La découverte terrible à Rosewood Gate. La pluie est tombée dans des draps implacables, obscurcissant le petit village pittoresque de St. Mary Mead. Le vent fouettait les rues étroites, envoyant des frissons qui traversent les branches minces des anciens chênes qui tapissent les routes. C'était l'une de ces nuits mornes qui ont transformé l'ombre en des précurseurs de malheur, une nuit déployant son rideau humide sur ce qui serait bientôt une tragédie indicible. Mademoiselle Jane Marple, le détective amateur le plus intrépide du village, s'était installée par sa cheminée confortable ce soir-là, ses aiguilles de tricot en cliquant en rythme. Le tic-tac de l'ancienne horloge de grand-père a prêté une cadence obsédante à l'atmosphère, et à l'extérieur, le bruit de l'eau précipitée remplissait l'air tandis que la pluie se reproduisait des toits. Elle avait presque terminé une écharpe plutôt extravagante quand un coup bruyant à sa porte interrompait la quiète. Mademoiselle Marple, surpris, se leva de sa chaise et marcha lentement pour répondre, ses sens conscients de la tension particulière qui a déclenché les airs. En ouvrant la porte, elle a été confrontée à une silhouette trempée. La lumière des lanternes vacillantes illuminant à peine l'expression effrénée gravée sur le visage de George Pritchard, le boulanger local. « Miss Marple, vous devez venir rapidement à Rosewood Gate. » Il haleta, les yeux écarquillés avec une peur qui envoya un frisson de picotement à travers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé, diable ?» demanda-t-elle, soucieuse de vérifier la situation, tout en jetant un coup d'œil à la pluie qui s'attaque à sa fenêtre comme des chuchotements urgents de la nuit. « C'est Madame Stokes. » George, balbutiant, à peine en mesure de se contenir. « Ils l'ont trouvée, à Rosewood Gate. » Le nom a rempli Mademoiselle Marple d'un sentiment de pressentiment. Madame Stokes, la veuve recluse vivant au manoir en décomposition à la périphérie du village, avait souvent été un sujet de potin. Ses particularités avaient favorisé l'intrigue, des histoires d'amertume et de perte au cœur de son manoir grinçant. « Oubliez la voix », a ordonné Mademoiselle Marple, son esprit coulant déjà avec des visions de ce qui attendait. Les deux se précipitèrent sous la pluie, les averses les trempant à l'os, alors qu'ils traversaient le chemin sombre menant à la structure imposante de la porte en palissandre. Le cri fort de la porte semblait faire écho à ses pensées, une prémonition de ce qui allait arriver. À l'approche, les aspects plus morts du manoir sautaient plus loin, les fenêtres cassées et le lierre rampant dans ses murs comme des doigts lents. Un rassemblement de villageois s'était rassemblé dans un groupe nerveux à la porte. Tous les yeux se sont tournés dans l'attente vers Miss Marple. Il est arrivé. « Dieu merci, vous êtes ici, Miss Marple » a-t-elle entendu Madame Pritchard, la femme de George, murmure, craint de se mêler d'admiration. « Elle est à l'intérieur. » Avec une résolution régulière, Mademoiselle Marple a traversé la foule. À l'intérieur, les lumières vacillantes projettent des ombres étranges à travers des tapis tissés finement tissés, ornés de motifs mangeurs de papillons. L'air était épais, chargé d'un calme étrange qui masquait à peine l'horreur de la scène devant elle. Ils ont trouvé Madame Stokes dans le salon faiblement éclairé, sans vie contre le sol, en marbre froid, une série de symboles étranges griffonnés autour d'elle à l'encre foncée. C'était le genre de dessin qu'un artiste fiévreux pourrait créer dans un moment de folie, un plaidoyer désespéré peut-être, ou un message final cryptique.
Les villageois ont reculé, des murmures s'élevant comme un troupeau d'oiseaux surpris. « Miss Marple, pensez-vous que c'était un accident ?» Est venue une voix de la foule, lassée. Mademoiselle Marple se pencha plus près, étudiant les symboles tissés de manière complexe. « Non, j'ai peur de non, » répondit-elle, sa voix une oasis calme au milieu de la tourmente. Chaque coup d'encre semblait délibéré, et la position de Madame Stokes, achutée sans vie à travers le foyer, des volumes a fait des coups. « Que voulez-vous dire, mademoiselle ?» s'enquit Georges, son front sortant de confusion. « Madame Stokes n'était pas simplement malade, » a-t-elle déclaré, son regard dérivant vers la fenêtre ouverte à travers laquelle une brise fraîche coulait, refroidissant encore plus la pièce. Elle voulait que le monde voie son message. Mais pourquoi? Et était-ce qu'elle faisait ou quelqu'un d'autre? L'encre, c'est frais. Si nous voulons reconstituer ce puzzle, nous devons découvrir qui avait accès à elle au cours de ces dernières heures. La panique s'est répandue parmi les villageois, les yeux se dardant nerveusement. Des secrets en lambeaux flottaient sur le bord de leurs lèvres, désireux d'être déployés. Madame Stokes était une dame de nombreux mystères, une enveloppée d'ombre et de chuchotements. Mademoiselle Marple les a tous observés, comment ils détournent leur regard, la contraction d'une mâchoire, le carquois d'un doigt, tous racontés de leurs histoires enlacées avec le défunt. Quelqu'un l'avait-il appelé aujourd'hui? Mademoiselle Marple a demandé à son public, s'attendant à ce que les réponses qu'elle connaissait étaient déjà enterrées dans des couches de potins qui résidaient dans ce village. La voix de Madame Pritchard a franchi les murmures. « Pourquoi, oui, » bégaya-t-elle. Young Timmy, le facteur, il a livré une lettre il y a quelques heures à peine. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. Vous souvenez-vous de ce que contenait cette lettre? Elle pressa, chaque fibre d'elle se concentre sur les indices qui se déchaînent, lentement. Les villageois ont échangé des regards méfiants, mais George Pritchard a rapidement sauté. Il a mentionné que c'était de Londres, quelque chose sur son passé. Un passé qu'elle voulait rester enterré, songea Mademoiselle Marple, ses connexions pointues en dessinant. Et cela a peut-être conduit à sa disparition. Nous devons trouver Timmy. Il peut tenir la clé. Elle se leva, sentant que le sentiment d'urgence la lavait, alors que tout le monde se précipitait pour restaurer leur sang-froid. Soudain, un fort crash se retenait de l'arrière du manoir. Le groupe a tous tourné, le tension électrisante, comme si l'air même s'était épaissi avec une terreur. Sans hésitation, Mademoiselle Marple s'est dirigée vers le son, son rythme s'accélérant alors qu'elle ressentait l'obscurité croissante, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de la porte de rose elle-même. Là, dans la faible lumière, une ombre s'est enfuie à travers une porte arrière, laissant une trace d'empreinte humide inquiétante, menant plus profondément dans le cœur du manoir. Mademoiselle Marple a inspiré, son cœur battant non seulement de la peur, mais de la joie de vivre. La poursuite avait commencé. Restez vigilants, elle a rappelé, poursuivant déterminé à l'intrus. Un calcul attendu, mais il était toujours caché dans la tempête des secrets qui avaient pris racine dans cette maison abandonnée, attendant d'être dévoilée. Chapitre 2. Les invités de l'intention scintillante. La pluie a battu un tatouage implacable sur le toit en ardoise du manoir Allendale. Chacun laisse tomber une note sombre dans une symphonie effrayante de la colère de la nature. Mademoiselle Jane Marple a regardé par la grande fenêtre drapée, ses yeux passionnés sur le ciel nocturne tumultueux. Elle était venue au manoir, nichée au cœur du village endormi de St. Mary Mead, pour un week-end tranquille, mais l'atmosphère a créticolé avec une tension tacite. L'invitation avait promis une soirée de discours charmants entre amis. Au lieu de cela,
l'air à goûter au pressentiment. Alors que l'horloge sonnait 8, un cri soudain affranchit le tonnerre qui roule. Mademoiselle Marple se tourna brusquement, le plaquage digne d'une vieille dame tranquille, glissant momentanément. Deux de ses collègues, Emily Fortescue et Sir Arthur Penrose, sont venus se précipiter dans le couloir, leurs visages pâles, parlant dans des chuchotements précipités, ignorant les oreilles indiscutatives qui bordaient les murs. « S'il vous plaît, c'était tellement horrible », déplaça Emily, serrant son mouchoir en dentelle, comme si cela pouvait apaiser ses nerfs effilés. « Respirez profondément », a indiqué Sir Arthur, sa voix stable mais teintée d'urgence. « Nous ne voulons pas alarmer quiconque inutilement, mais nous devons parler avec Lady Ashcombe à la fois. » Mademoiselle Marple les a rejoints, avec un air d'autorité tranquille, sa douce curiosité a piqué. « Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, diable ?» a-t-elle demandé. « À l'étage dans la bibliothèque, » chuchota radicalement Emily. « Monsieur Thorne, il s'est effondré. Je pense qu'il pourrait être mort. » Un froid a traversé la pièce, mais l'esprit de Mademoiselle Marple flottait de curiosité. À peine un instant, elle a fait ses excuses et s'est précipitée vers la bibliothèque, où les chandelles, vacillantes, dansaient de manière inquiétante contre les murs. À l'approche, les figures inquiétantes de Lord Harrison Ashcombe et Lady Constance se tenaient au seuil, leur difficulté digne, en contraste frappant avec le chaos se déroulant à l'intérieur. La scène de la bibliothèque était troublante. Monsieur Thorne était étendu sur le tapis oriental, son beau visage tordu dans une grimace finale. Des livres abandonnés l'entouraient comme s'il avait été ramené par une révélation soudaine de l'une de leurs pages. La puanteur d'herbe brûlée oscillait d'une table en coffre-fort à proximité. Les teintures fantaisistes de son amour pour l'alchimie sont maintenant entachées de tragédie. « Était-il empoisonné, pensez-vous » demanda Lady Constance, sa voix étrangement détachée, comme si sa préoccupation s'était transformée en curiosité académique. Enquêtant simplement sur la scène, Mademoiselle Marple a noté l'encre renversée de la plume de Monsieur Thorne, formant un modèle distinct de liquide sombre, rappelant une bêche, un pur sang de cartes à jouer. Cela a attiré son attention, faisant tourner les roues de la déduction dans son esprit. « Comme c'est curieux », remarqua-t-elle à genoux. L'encre ressemble à un indice dissimulé à la vue, un peu comme la vie elle-même. Assez avec les énigmes, Mademoiselle Marple. Lord Harrison aboya, son sang-froid commençant à s'effondrer sous le poids du malaise. « Nous avons besoin d'un médecin. Ou un révérend, a-t-elle suggéré tranquillement. Pour une confession peut ainsi sur l'éclairage des cœurs assombris dans cette pièce. Les invités rassemblés la regardaient incrédules, avant que le bruit des pas de course n'interrompe la tempête de brassage des chuchotements. Le médecin local était arrivé, à bout de souffle, et s'est préparé à fournir à la fois une aide et une mauvaise nouvelle. Il s'agenouilla à côté de M. Thorne, vérifiant les signes de vie pour se lever quelques instants plus tard, graven et sombre. « J'ai peur qu'il soit parti », a-t-il annoncé gravement. Trop tard. Un soupir collectif de désespoir résonna à travers la chambre. Lady Constance a pressé une main à son cœur comme pour la protéger du poids de son chagrin. Pourtant, Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer la notion lancinante selon laquelle le chagrin a dansé avec un sous-jacent de prétention, un écran de fumée tissé par des motifs trop complets à son goût. Alors que les invités se regroupèrent autour du gentleman, tombé en état de choc, elle jeta son regard dans la pièce, scrutant leur visage. Le front de Sir Arthur a été sillonné, l'inquiétude gravée dans ses traits. Les yeux d'Émilie s'éteignaient nerveusement, ses mains tremblantes. Seule Lady Constance a tenu son sang-froid fermement.
comme si la peur n'était qu'un invité importun qu'elle pouvait rejeter à volonté. Ensuite, comme si elle était évoquée par les ombres inquiétantes de la pièce, une lettre flottait au sol, après avoir glissé des pages d'un livre ouvert au sommet du bureau, à proximité. Le nom Hélène, à griffonner dans un script prétendu, a attiré les yeux passionnés de mademoiselle Marple. Cela semble plutôt curieux pour une dame du raffinement de M. Thorne, a déclaré mademoiselle Marple doucement, ramassant la note et examinant l'écriture. « S'il vous plaît, pas pour le moment », interdit fortement Lord Harrison. « Il est mort et un médecin l'examine déjà. Il est pratique de laisser des questions pour le deuil. »« J'ose dire, » a répondu mademoiselle Marple, sans se laisser décourager, « mais je me retrouve obligée de me demander que signifie la marche légèrement dans ce contexte et qui est Hélène. Je vais prendre cette lettre si cela ne vous intéresse vraiment pas, mademoiselle Marple, » a offert Lady Constance son sourire froid, vacillant. « Après tout, cela n'a rien à voir avec nous maintenant, n'est-ce pas? Peut-être, mademoiselle Marple s'est aventurée, des notes d'acier en train de filmer son ton dulcet. Pourtant, Hélène pourrait en effet tenir la clé pour découvrir l'homme allongé froid à cet étage. Les invités épuisés se sont éparpillés dans la pièce, murmuraient, échangeant des regards suspects, et quelque chose a changé dans l'atmosphère. Une distance cachée, un réseau enchevêtré de secrets tourné derrière des regards sombres. Mademoiselle Marple a senti les courants de la tromperie tourbillonnant parmi eux. Les invités ne sont plus de simples compagnons, mais des suspects potentiels. Pourtant, avant de pouvoir disséquer leurs expressions davantage, un coup doux résonnait de la porte massive du manoir, la conduisant à réfléchir. Un nouvel invité, ou peut-être une révélation qui attend, comme la tempête, à l'extérieur? Son cœur battait la course en réalisant que des braises ardents dansaient dans le rassemblement sombre. « Qui pourrait être ?» demanda Émilie, son impulsion accélération. « Il se pourrait qu'une autre vérité nous fasse signe », murmura mademoiselle Marple, se dirigeant vers la porte, l'esprit en feu d'anticipation. « Allons-nous voir qui arrive dans cette maison de scintillement tente. » Alors qu'elle ouvrait la porte, la silhouette sombre qui se tenait à silhouetter contre la nuit tenait à la fois de danger et de découverte, un catalyseur pour démêler le véritable mystère de la disparition de M. Thorne. Avec un balayage de la porte, la soirée a promis des révélations qui pourraient tout changer. Chapitre 3. L'ombre d'un passé déroutant. La pluie est tombée dans des draps implacables, coulant contre les rues pavées de St. Mary Mead, où les ombres s'accrochaient à chaque coin comme un secret coupable. Mademoiselle Marple, confortablement installée dans son fauteuil, par le foyer, jeta un coup d'œil par la fenêtre, regardant dans la tempête. Un froid coulait sur sa colonne vertébrale alors qu'elle se souvenait de la nuit précédente, quand ils avaient trouvé le corps sans vie de M. Harris, l'historien local, étendu sur le sol de son étude. Il avait tenté de se confier à elle quelques heures avant sa disparition prématurée, mais le poids total de sa révélation est resté comme hors de portée. C'était la clé d'un puzzle qu'elle était déterminée à résoudre. Tout comme elle a repris son tricot, le son familier des pas résonnait sur le trottoir humide à l'extérieur. C'était mademoiselle Lucinda Penrose, sa voisine, une femme dans la cinquantaine, avec un penchant pour les ragots et un œil pour le détail. Mademoiselle Penrose était trempée. Ses cheveux auburn se sont plâtrés contre son front. Alors qu'elle entra à l'intérieur, la chaleur l'enveloppe et elle secoua son manteau, envoyant des ruisseaux d'eau en cascade au sol. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés avec urgence. « Vous ne croirez pas ce que je viens de découvrir. » Mademoiselle Marple leva ses sourcils, l'intérêt à piquer. « Dis, Lucinda, est-ce quelque chose que nous devons partager sur une tasse de thé ou est-ce plus alarmant? »
Il s'agit de M. Harris et de ce manuscrit particulier qu'il a mentionné auparavant. Lucinda s'arrête, sa voix tombant à un murmure. « Je suis allé à la bibliothèque aujourd'hui. Vous voyez, j'avais le sentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose de mal. » Alors que Lucinda parlait, l'esprit de Mademoiselle Marple a couru. La bibliothèque était une archive de secrets, ses étagères poussiéreuses abritant des volumes qui avaient depuis longtemps oublié leur colonne vertébrale. Elle pouvait presque voir les toiles d'araignée saisissant la colonne vertébrale d'un vieux livre, cachant les fantômes des erreurs passées. Il a été question, entre le personnel, de l'étrange comportement de M. Harris ces derniers temps, a poursuivi Lucinda. Ils l'ont entendu se disputer avec un étranger, un homme qu'ils ont décrit comme sombre et couvain, avec des yeux comme un loup attendant sa proie. « Intéressant », murmura Mademoiselle Marple, ses aiguilles s'arrêtant au milieu du poing. « De quoi pensez-vous qu'ils ont discuté ?»« Peut-être ce manuscrit », a suggéré Lucinda. « Ils ont dit qu'il avait découvert quelque chose de choquant, quelque chose de assez sérieux pour rendre quelqu'un désespéré. » Les flammes scintillantes ont projeté des ombres étranges sur le visage de Mademoiselle Marple. Elle a calmé un instant, en pensant aux étranges artefacts que M. Harris avait collectés au fil des ans, tous liés à une ville dont l'histoire était imprégnée de rumeurs et de chuchotements. Ont-ils mentionné à quoi ressemblait cet étranger ? Demanda-t-elle, sa voix stable. Seulement qu'il était familier à certains, a répondu Lucinda, ses sourcils sortants. Un homme du passé de M. Harris, ou du moins, ils ont dit. Je ne savais pas, je ne connais pas une partie de ce passé. Un nuage d'incrédulité a dérivé Mademoiselle Marple. Vous ne voulez pas dire que vous connaissez l'interlocuteur mystérieux de M. Harris? Pas directement, mais j'ai souvent vu un gentleman de cette description au pub local. Son nom est M. Blackwood. Je me souviens avoir entendu qu'il était sorti avec la sœur de M. Harris il y a des décennies. Ils étaient de jeunes amoureux avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. A disparu? Miss Marple a répété. De telles histoires ont du poids dans le tissu du passé, n'est-ce pas? M. Harris était le dernier parent vivant qui se souciait de son sort. Je me demande... Soudain, il y avait une agitation à l'extérieur. Une voiture s'approchait, éclaboussant de l'eau, boueuse à travers le trottoir. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Craddock a éclaté par la porte, secouant son manteau dégoulinant, un ensemble de papiers serrés dans sa main. Son sang-froid habituel semblait ébouriffé, et il a jeté un coup d'œil entre les deux femmes d'urgence qui signalaient de l'importance. « Mademoiselle Marple, Mademoiselle Penrose » souffla-t-il, reprenant son souffle. « J'ai besoin de vous parler tous les deux. Nous avons trouvé quelque chose sur les lieux de la mort de M. Harris. » Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course. « Qu'est-ce que c'est, inspecteur ?»« C'est une lettre, une correspondance, » a-t-il répondu, produisant le papier. « Pas de M. Harris, mais adressée à lui. Vous verrez le nom griffonné au sommet. Doris Montgomery, le nom même qui appartient à sa sœur. » Lucinda haleta, mais elle manque depuis des décennies. Comment aurait-il pu recevoir quelque chose d'elle? Je soupçonne que cela fait naître la danse des ombres qui se cache dans notre petit village pittoresque, a répondu Craddock, son front sortant. Et en fin de compte, Madame Montgomery n'est peut-être pas aussi perdue que nous le pensions. Mademoiselle Marple se pencha en avant, ses instincts affûtage. Que savons-nous du contenu, inspecteur? La lettre est cryptique. Une promesse, affirme-t-elle, pour une réunion. Mais elle est signée d'une manière qui suggère la main de quelqu'un d'autre, a-t-il poursuivi en les regardant. J'aurai besoin de vos yeux pointus pour déchiffrer cela. Je sens qu'il y a des liens plus profonds qui y sont liés. Un web sinistre.
Il est clair que nous tracer les ombres d'un passé déroutant, a déclaré lentement Mademoiselle Marple, la course d'esprit, alors qu'elle verrouillait les regards avec Lucinda. Alors qu'il se penchait plus près pour inspecter la lettre, le scintillement de l'éclair à l'extérieur a momentanément mis en évidence une silhouette sombre, se cachant au bord de la lueur de la fenêtre. Avec un halètement, tout le monde s'est tourné, mais la figure a fondu dans le manteau de l'obscurité. Il y a plus en jeu ici que nous ne le pensons, marmonna Mademoiselle Marple, déterminée. Et j'ai le sentiment que nous ne sommes pas les seuls intrigués par les secrets de M. Harris. La pluie battait sur le toit, un rythme implacable, alors que les trois figures se blottissaient ensemble, debout de manière précaire au bord d'une énigme, avec une réalisation profonde se déposant fortement dans les airs. Quels que soient les dangers attendus, ils ont été nichés dans les plis de la lettre et le passé qu'il a dévoilé. Comment s'est-il connecté à la disparition de Mademoiselle Montgomery? Et encore plus pressant, qui avait regardé, attendant de l'ombre? Le tonnerre s'est craqué, mais la pluie incessante a continué sa symphonie lugubre, alors que Mademoiselle Marple se préparait à poursuivre les sentiers du passé, ressentant des mystères qui menaçaient de les consommer tous. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La pluie s'est enflammée contre les grandes fenêtres en verre tachées de Charnley Manor, transformant le terrain à l'extérieur en une brume argentée trouble. Un vent froid hurlait à travers les arbres, gémissant leurs branches en plainte, comme si les chênes anciens se chuchotaient les uns aux autres. Au milieu de la tempête, la silhouette fringante de Miss Marple, encadrée par la lueur des bougies vacillantes dans le salon, jette une aura inquiétante. Elle avait à peine frappé une paupière à la météo. Au lieu de cela, elle tenait la pièce captive avec son regard vif, son tricot s'arrêta sur ses genoux, alors qu'elle absorbait la tension palpable en l'air. « Avant de pouvoir vous aider, mon cher monsieur Kilville, je dois voir le document qui nous a tous amenés ici, » a-t-elle déclaré, sa voix une enquête douce, mais commandante, adressée à l'avocat du domaine, qui se faisait trembler avec un mélange de froid et d'appréhension. Kilville s'avança, ses mains tremblantes, alors qu'il produisait un morceau de papier plié de sa poche de poitrine. « Ceci, c'est la dernière volonté de Reginald Yates, le défunt, bégaya-t-il, ses yeux se précipitant nerveusement vers les autres occupants de la pièce. Cependant, je regrette de vous informer qu'il y a une complication. La volonté n'a jamais été signée. » Muriel Yates, la veuve de Reginald, haleta brusquement, ses yeux larges débordant de détresse, correspondant à la tempête qui fait rage à l'extérieur. « Que voulez-vous dire, jamais signé? Ça ne peut pas être. Nous l'avons dessiné une quinzaine de jours avant. » Sa voix vacilla. Une lueur d'angoisse a traversé son visage, et il est devenu clair que le poids des affaires de son mari tardif a été plus profondément que de simples pertes financières. Mademoiselle Marple se pencha en avant sur sa chaise, son tricotage momentanément oublié. Une quinzaine de jours avant sa mort prématurée, dites-vous. Elle a étudié Muriel, observant le pli dans son front, le tremblement de sa main, alors qu'il bougeait pour se couvrir la bouche. A-t-il exprimé des réserves sur la volonté? Aucun, murmura Muriel, son visage pâle. Il a parlé comme s'il s'agissait d'un arrangement amical. Il aimait l'idée de me laisser tout cela, la maison et les vignobles. Sauf pour cet autre terrain, interdit maladroitement Kilville. Oui, le colis qui appartenait au domaine de Wallington, a confirmé Muriel, son regard se concentrait désormais sur Kilville, rincé, d'irritation. Un simple peu, comme Reginald l'avait souvent dit. À ce moment-là, Mademoiselle Marple a observé le scintillement du défi aux yeux de Kilville quand il a dit
bien que je vous rappelle que votre défunt mari était loin d'être prudent dans ses transactions. Le Wallington nécessaire pour un transfert complet de l'héritage exigeait des signatures de la part du propriétaire et des héritiers de la succession. C'était une entreprise complexe. La fureur de Muriel brillait une fois de plus. Il la gérait magnifiquement, jusqu'à ce que ses lèvres se pressaient ensemble. La phrase inachevée suspendue dans les airs, épaissant la tension. Le mot « jusqu'à » résonnait de façon inquiétante, tissant le doutage dans le groupe soudé, rassemblé dans le salon. Mademoiselle Marple a permis au silence d'envelopper la pièce, absorbant les nuances de leur conversation. Le décès soudain de Reginald Yates avait tout jeté dans le chaos. Et pourtant, la vraie nature de leur discorde familiale est restée une énigme enveloppée dans un mystère. « Ah, mademoiselle Marple, vous devez avoir un aperçu de cette toile enchevêtrée », a fait pipi Bertie Ashcombe, une cousine de Reginald, qui avait montré un manque de respect remarquable envers le décorum alors qu'il était étendu sur une chaise. Peut-être que tout cela faisait partie du jeu déloyal? J'ai parié contre, mais vous savez à quel point les familles peuvent devenir sinistres. Les tensions étaient à un niveau record. Oui, pendant le jeu de bridge, il ricana nerveusement, essayant de détourner sa propre peur. Il y a une différence entre les problèmes familiaux et la complot pure et simple, a répliqué Marple, son front délicat sortant. Le meurtre n'est pas toujours né d'une rancune singulière. Il peut simplement résulter d'un besoin désespéré. Juste au moment où les mots quittaient de ses lèvres, une forte fissure de tonnerre secoua les chevrons, faisant tressaillir Muriel. Les flammes de bougies scintillaient sauvagement, puis se stabilisaient, jetant une lumière tranchante à travers la pièce, illuminant un portrait de Reginald avec une expression sournoise supportée de secrets cachés. Soudain, Sylvia Bell, une amie proche de Muriel, qui avait été calme, se leva, son visage résolu, mais en conflit. Reginald a fait un ajustement la nuit de la tempête, avant sa mort. Envoyez-moi chercher ce cahier, je le prouverai. Il écrivait quelque chose ce soir-là. Elle se balançait légèrement, mais maintenait un air de but. Mademoiselle Marple a senti des courants plus profonds, tourbillonnant dans la déclaration de Sylvia. Un ajustement que vous n'avez jamais mentionné auparavant. Pourrait-il vous souvenir de la nature précise de cette écriture? Le visage de Sylvia pâlit. C'était son écriture, mais ce n'était peut-être que des réflexions sur une réunion d'affaires avec Killville, ou peut-être une nouvelle volonté, ou peut-être quelque chose de plus sinistre, songe Marple, son intellect net reliant les coutures du mystère avec des fils invisibles. Ne serait-il pas prudent pour nous de voir ce cahier? À quelle fin? Muriel ricana, repoussant ses cheveux de frustration. Ces questions ne peuvent sûrement conduire qu'à une désillusion supplémentaire. Mademoiselle Marple se tenait son entreprise de résolution. Mon cher Muriel, au moment où il découvre ce document, pourrait très bien tenir la clé de ce qui s'est passé la nuit que Reginald est décédé. Elle se dirigea vers la porte, mais hésita, se retournant vers le groupe, son expression devenant sombre. Dans le domaine des testaments et des secrets, il faut marcher avec prudence, car les réponses pourraient se réunir pour nous piéger. À ce moment-là, avec un craquet effrayant, la porte s'ouvrit légèrement, révélant le couloir sombre au-delà. Les ombres semblaient couler avec incertitude, et une rafale de vent les a soufflées, portant l'odeur de la terre imbibée de pluie et peut-être des vérités cachées. Mademoiselle Marple se rapprocha de la porte, son rythme cardiaque résonnant en synchronie avec le tonnerre lointain qui grondait à l'extérieur. Là, allongé contre le mur, le plus éloigné, se trouvait un objet particulier, un petit cahier en cuir bleu, légèrement enthousiaste, sans cœur abandonné.
Sa présence a fait signe un mystère, la rétine d'une nuit orageuse, déployant une autre couche à la trahison croissante, enveloppant Charnley Manor. La tempête avait rassemblé l'intensité, mais aussi les révélations troublantes, alors que Mademoiselle Marple a atteint le cahier, ressentant les respirations collectives de ceux derrière son attelage en prévision. À ce moment-là, le silence régnait, et l'incertitude était pendue comme l'air humide devant une tempête. Le chapitre s'est terminé, masqué dans les nuances non résolues du désir humain et du désespoir, marquant encore un autre virage dans une histoire qui s'est assombrie à chaque signature à être écrite. Chapitre 5. Les peurs rampantes du bois de rose. L'air était épais de tension alors que l'horloge a frappé à minuit dans le manoir tentaculaire de bois de rose. La pluie a martelé les fenêtres, créant une bande sonore de tambours inquiétants qui se répercutait dans les salles silencieuses. Mademoiselle Marple, perchée dans sa chaise habituelle par le feu, feuillait à travers un vieux livre en lambeaux lorsqu'un cri de sang a brisé le calme. Embrayant le livre à sa poitrine, elle se propage, propulsée par les cris effrénés émanant des étages supérieurs. Le cri a semblé faire écho aux peurs rampantes qui ont commencé à envelopper du bois de rose depuis la mort mystérieuse de Lady Agnes Hawke, un membre estimé de la gentry locale. Elle n'avait pas seulement été victime de circonstances. Des chuchotements de secrets persistants et de rancunes enterrées avaient commencé à faire surface parmi les villageois, et ce soir, ces eaux troubles ont menacé de les avaler entières. Mademoiselle Marple s'est précipitée dans l'escalier grinçant. À chaque étape, un rappel de l'âge du Mance et des contes qu'elle pourrait raconter. À la fin du couloir, elle a trouvé Sir Edward Hawke. Son visage, un masque d'horreur, regardant dans le salon extrêmement décoré. « Miss Marple, c'est Gerald. Il est… » Avant qu'il ne puisse finir, elle le passa devant la pièce, se préparant pour le tourbillon de soupçons fous qui suivrait probablement. Là, étendu sur le sol nouvellement poli, pose Gerald Lansing, l'historienne locale qui avait collaboré avec Lady Agnès sur ses mémoires. Il était maintenant sans vie, ses yeux grands ouverts dans un cri silencieux. Son visage était pâle sous le lustre opulent, jetant des ombres allongées qui dansaient de façon menaçante contre les murs. « Ne touchez rien, Sir Edward », indique Mademoiselle Marple, sa voix stable malgré la tempête tumultueuse se préparant en elle. Elle s'agenouilla à côté du corps de Gerald, ses yeux tranchants, scratant tous les signes de lutte. Il n'y en avait pas, seulement le moindre soupçon de ses doigts tachés à l'encre, reposant inutilement à ses côtés. Ce détail particulier, attiré sur les bords de son esprit, comme un fil qui attendait d'être tiré. Qui aurait pu faire ça? La voix de Sir Edward tremblait, alors qu'il se penchait contre un meuble qui menaçait de se briser sous son poids. Le regard de Mademoiselle Marple s'est installé sur une feuille de papier lâche près de la main de Gerald. Soigneusement, elle le souleva, ses sourcils en sortant, alors qu'elle lisait une note griffonnée à la hâte. La vérité se trouve enterrée sous le chêne. Le temps révèle tout. Avec ses courses d'esprit, Mademoiselle Marple a senti quelque chose de plus large, un réseau de peurs et d'intentions qui sèche chacun des habitants du manoir. Alors que Sir Edward s'inquiétait, elle le regarda attentivement. Gerald avait recherché quelque chose d'important, n'est-ce pas? Edward fronça les sourcils, caressant sa moustache, une habitude commune qu'elle avait observée. Il avait laissé entendre un scandale longtemps caché, Lady Agnès. Mais sa phrase traînait dans le silence, laissant un précipice de soupçons terribles dans les airs. La gravité des recherches de Gerald a commencé à éclairer les motivations plus sombres de l'assez assemblée, estée de personnages hantant le manoir.
les uniformes plastifiés de la police locale sont arrivés, en faisant une erreur dans leurs bottes boueuses, sans respect pour le tapis Jessamine. Mademoiselle Marple s'est déplacée vers la fenêtre, regardant à travers les fortes pluies et le vent sifflant, comme s'il pouvait fournir des réponses obscurcies par la tempête. Ce chêne, ce que la note de Gérald a fait allusion, était le même arbre sous lequel les Lady Agnès étaient tombées. Quelles vérités se sont cachées sous ces racines noueuses? Soudain, il y avait un coup doux sur la porte. Mademoiselle Marple se tourna pour trouver Béatrice, la femme de chambre de Lady Agnès, se dirigeant vers le salon. Son comportement étrangement calme au milieu du chaos. Les yeux de la femme de chambre s'échappent nerveusement, mais il y avait une lueur de quelque chose de dur dans son front. « J'ai entendu trop », balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Miss Marple, tu dois me croire. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'avez-vous entendu précisément, Béatrice ?» Le ton de mademoiselle Marple est resté calme, exhortant doucement la femme de chambre à divulguer les secrets qu'elle comprenait à peine. Béatrice se mordit la lèvre, ses yeux baissés. Lady Agnès a eu une dispute avec un homme, la nuit avant sa mort. Elle était terrifiée, mais je ne pouvais pas entendre grand-chose, juste des mots comme l'héritage et la vérité doit rester cachée. Je pensais que c'était une sorte de tromperie, un mélodrame. Sa voix trembla à nouveau, révélant des couches de culpabilité et de peur. Une lumière de réalisation clignote dans l'esprit de Miss Marple. Le chêne, l'héritage, la vérité cachée, la toile s'est resserrée autour des personnages enchevêtrés dans ce récit orageux. Et qu'est-ce que Gérald savait à ce sujet? Il découvrait probablement ses secrets, a répondu Béatrice. Nous craignons tous cela. Cela pourrait ruiner la famille, vous voyez. Perchant sa main sur l'épaule de Miss Marple, Béatrice haleta soudain, ses yeux s'élargissant. « Il y a quelqu'un d'autre qui a un intérêt à cela, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix tombant, tandis que l'atmosphère devenait plus lourde avec une terreur. Gérald ne déterrait pas seulement le passé, mais suscitait du ressentiment. L'esprit de mademoiselle Marple a couru avec des possibilités. Au milieu des secrets de famille et des héritages enterrés, il devenait plus clair que quelqu'un parmi eux était disposé à tuer pour la vérité. Était-ce le fidèle serviteur, ou peut-être Sir Edward lui-même, qui, sous la prétention du chagrin, a caché une urgence plus sombre? Alors que la pluie s'est enflammée contre le manoir, mademoiselle Marple savait qu'elle se tenait sur le précipice de la découverte. Juste au moment où elle ouvrait la bouche pour parler, les lumières scintillaient de façon inquiétante, plongeant la pièce dans l'obscurité momentanément avant de revenir. Une pensée effrayante l'a frappée. Que si le tueur était plus proche qu'elle ne l'avait prévu? Et si l'ombre cachée n'attendait pas simplement la justice? Que si elle l'attendait? Dans cette fracture momentanée de la lumière et de l'obscurité, mademoiselle Marple a décidé de dénicher les secrets qui se cachent sous le chêne. Le temps de savoir était de l'essence. Une tempête se préparait, à l'extérieur dans la tempête, et à l'intérieur du cœur de ceux qu'elle avait connus. Et à chaque tic de l'horloge, une autre chaussure était destinée à tomber. Le rat, en intensité, tambour de son propre rythme inquiétant contre le toit. Et mademoiselle Marple savait que ce n'était que le début. Elle pouvait entendre les respirations approfondies de la foule anxieuse rassemblée. Un mystère, final, attendait la révélation. Et soudain, la porte du salon s'ouvrait une fois de plus, annonçant une silhouette inattendue à s'arrêter contre la chandelle scintillante. Une figure Miss Marple a trop bien reconnue, trempée dans des ombres et des secrets vivants dans leurs yeux. Le chapitre a clôturé avec une question persistante,
alors qu'une nouvelle forme traversait le seuil. Qui révélerait ce qui a été enterré sous le chêne et à quel prix? Chapitre 6. The Vanishing Suspect. La pluie est tombée dans de lourds draps contre les vitres de l'ancien presbytère, chaque goutte faisant écho à un bruit sourd dans la pièce faiblement éclairée. Mademoiselle Marple, confortable dans son fauteuil, bien usé, regarda à travers le verre taché, alors que le vent hurlait comme un banshee, emportant avec lui un air de pressentiment. Le village de St. Mary Mead est gênant et monochrome dans la tempête. Ses rues pavées et ses toits à pignons rendaient sinistres par le boom tonnerre de la nature. Elle a posé son tricot, son esprit courir non pas avec des pensées de point de suture, mais des événements troublants de la journée. Juste après le thé, le constable local avait fait irruption dans son havre, une silhouette humide et battue, son teint aussi pâle que le parchemin qu'il serrait dans ses doigts. Mademoiselle Marple, une situation des plus graves est née. Monsieur Maximilien Faraday a disparu. Il haleta, les mots tombant de ses lèvres comme la pluie d'un avenir cassé. Hier, il a été témoin de l'incident le plus extraordinaire. Monsieur Rowley affirmant qu'il avait vu quelque chose de plus suspect par la vieille chapelle. Les yeux de Marple se sont allumés d'intrigue. Au cours des dernières semaines, le petit village avait été rempli de rumeurs, certains plus fantaisistes que d'autres, entourant la riche famille Rowley, dont la fortune avait été liée à une série d'incidents malheureux. Le plus accablant d'entre eux avait été la mystérieuse disparition de la défunte de Lady Rowley, éclipsée par des chuchotements de trahison et de cupidité. « Maximilien, tu dis? Un beau gentleman avec un œil vif, » murmura-t-elle, son esprit passant à travers les pièces du puzzle qui étaient dispersées sur ses pensées. Il ne doit pas simplement avoir disparu. Il y a toujours quelque chose, une explication. Dites-moi précisément ce qu'il a vu. Le gendarme agitable tordut nerveusement le ras-bord de sa casquette. Il a dit qu'il avait vu monsieur Rowley lui-même à la chapelle tenant un objet particulier. Lorsqu'il a tenté de s'enquérir plus loin, monsieur Rowley est devenu pâle et s'est enfui. Cette nuit-là, Maximilien a affirmé qu'il le confronterait à ce sujet. A-t-il dit ce qu'était cet objet? Le cœur de Marple a fait la cour de la diffusion de possibilités qui se déroulaient devant elle. Il secoua la tête, s'inquiète en froissant son front. Tout ce que je sais, Miss Marple, c'est que quoi que ce soit semblait le secouer. Ce matin, quand j'ai cherché M. Faraday, personne ne l'avait vu depuis hier soir. L'esprit de Marple a couru à travers une série de questions. Pourquoi Maximilien approcherait-il Rowley? Qu'est-ce qui traversait l'esprit de l'héritier suspect, un homme connu pour son comportement distant et ses secrets aussi sombres que le ciel à l'extérieur? La pluie a continué à battre contre les fenêtres, une symphonie vicieuse accompagnant ses pensées. Ah, constable, vous souvenez-vous des mots exacts utilisés par Maximilien? Elle sonda, se penchant en avant. La manière dont il a décrit Rowley pourrait être éclairante. Le gendarme a ridé son front en concentration. Il a mentionné quelque chose, comme « gêné par un péché », se souvient-il lentement, les mots se déroulant avec réticence, comme s'il craignait de dénicher de vieilles tombes. Il semblait que M. Faraday était convaincu, que M. Rowley a contribué à faire critique de la défunte dame. Marple tapota ses doigts contre son menton. C'était ça. Quel aurait pu être ce fardeau? Les pièces ont dansé juste hors de portée, comme des figures voilées dans l'ombre. Sûrement, vous devez m'emmener à la chapelle, a-t-elle ordonné, la détermination de sa voix surprenant le jeune constable. Il hésita, mais hocha finalement la tête. La gravité de la situation
mettant sa mâchoire. Ensemble, ils sont entrés dans la nuit tumultueuse. Le monde s'est lavé à nouveau sous la pluie, mais a été imprégné d'une obscurité croissante. La chapelle se tenait comme une sentinelle solitaire à la périphérie de St. Mary Mead, ses anciennes pierres lisses d'humidité, chaque coin racontant des histoires de patience vigilante. Les ombres ont dansé au milieu du scintillement de la lanterne du constable alors que les yeux passionnés de Marple se faisaient. Elle a remarqué des empreintes de pas, clairement définies, puis boueuses et indistinctes à proximité. Sa poitrine se resserra avec un mélange d'anticipation et d'effroi. « Constable, regardez ici. » Elle s'est agenouillée, indiquant un groupe d'impressions inégales juste au-delà du seuil. Quelqu'un est entré, mais est parti pressé. Probablement M. Faraday, a-t-il suggéré, sillonnant son front alors qu'il examinait les preuves. Ou peut-être M. Rowley, a-t-elle contré, sentant le remorqueur de l'intuition l'attirer plus loin dans le mystère. Il est peut-être revenu ici après leur rencontre, peut-être à disposer de tout ce qui l'a terrifié. Alors qu'il inspecte plus près, Marple a remarqué une lueur jaunissant parmi les débris. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle découvrait un médaillon doré, scintillant comme un secret, en attendant d'échapper à ses limites. En l'ouvrant, une photographie délavée de Lady Rowley lui sourit, vulnérable mais exquise. À l'intérieur du médaillon, un message inscrit disait « À mon cher Edward, nos obligations ne seront jamais brisées. Cessez. » Constantin. Le front du constable a tricoté ensemble, la satiété, confusion inondant son expression. « Tu penses que c'est lui, le regretté Lord Rowley ?»« Non, » murmura Marple, son esprit vif, reliant les points. « Je soupçonne que c'est la preuve de l'enchevêtrement de Rowley avec quelqu'un qui souhaitait rester caché. Mais pourquoi M. Faraday prendrait-il cela de Rowley? Ah, et quelle folie ce serait! » Soudain, un bruit a éclaté de l'obscurité qui les entoure, une voix appelant en détresse. « Non, non, laissez-moi être. » Avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre se précipita derrière la chapelle, sa silhouette fusionnant avec les averses. La panique s'est tordue à l'intérieur de Mademoiselle Marple en reconnaissant ce cri angoissé. « Constable, après lui !» cria-t-elle, l'urgence passionnante revitalisant son esprit. Ils ont couru à travers la tempête, les battements cardiaques amplifiés par la peur et la résolution. Mais la silhouette s'est éloignée comme un fumage de fumée, ne laissant que des nuages tourbillonnant de pluie et de l'incertitude derrière. La poursuite avait révélé une autre couche au voile trouble qui drape déjà St. Mary Mead, celui qui fuyait, était, et celui qui était vraiment à blâmer d'avoir orchestré le réseau de la tromperie, pourrait maintenant cacher la moitié, ainsi que les secrets qu'ils ont gardés. Comme Jay se tenait haletant sous la pluie, le regard de Mademoiselle Marple est retourné vers le médaillon joint dans sa paume. Les fils emmêlés de l'amour, de la trahison et de la peur ont commencé à tisser, près de son esprit, ses instincts se sont renforcés par la fureur de la tempête. Juste qui avait disparu? Maximilien Faraday ou Edward Rowley? Et quelle vérité était enterrée sous la façade du médaillon? Dans l'ombre de la chapelle, la douleur de la résolution se rapprocha de plus en plus, mais alors que la pluie continuait de siffler et de barater, elle pouvait sentir les sinistres sous se serrant plus fort autour d'elle en se demandant « Que découvrirait-elle ensuite ?» Chapitre 7. Un murmure des morts. La pluie a tamboulé avec insistance les pavés de St. Mary Mead, peignant le village dans un éclat lisse alors que le crépuscule gris s'approfondissait. Le vent hurla comme un fantôme douloureux, tirant dans les coins de l'ancien manoir qui se profiait comme une ombre
juste au-delà de la place du village. Mademoiselle Jane Marple se tenait à sa fenêtre, regardant la nuit tumultueuse. Son esprit course après les événements troublants des derniers jours. Un malaise distinct s'est installé profondément en elle. Un murmure des morts semblait résonner à chaque goutte de pluie. Quelques instants plus tôt, le constable local, le sergent Craddock, avait frappé Spiridite à sa porte, serrant une enveloppe qui contenait un fragment d'une lettre déchirée d'un journal. Il a été trouvé au pied du vieil orme, avait-il déclaré à bout de souffle, les yeux se dressant avec un mélange d'excitation et de peur. Il semble avoir appartenu à Eleanor Ogden, mais, mademoiselle Marple, ce n'est pas tout. Il avait hésité, avalant fort. Parlez clairement, sergent, avait-elle insisté, son cœur s'accélérant d'anticipation et d'effroi. Les mots, Miss Marple, ils étaient... Je veux dire, ils pourraient nous fournir un indice lié à la tragédie récente impliquant Barnaby Teagle. Ils sont troublants. Il a posé la lettre sur sa table de cuisine, les coins humides de la pluie. Maintenant, l'enveloppe sombre gisait là comme un serpent, attendant de frapper. Mademoiselle Marple l'a ouvert et a retiré les pages à moitié brûlées. Leurs bords chantaient comme s'ils avaient à peine échappé à un feu. Le papier flétri portait une élégante écriture d'Éléanore, mais les mots ont fait allusion à une sorte de désespoir. La vérité s'élobe sous les racines. Il serait préférable de ne pas creuser trop profondément, car le chuchotement des morts peut élever les esprits les plus agités. Mademoiselle Marple fronça les sourcils, la course d'esprit. Barnaby avait en effet été retrouvé mort, une profonde blessure sur son front d'une chute qui semblait beaucoup trop calculée pour une simple chance. Elle a rappelé son lien intrigant avec le domaine d'Ogden, témoin du scandale qui avait fait écho dans le village comme un appel de clarion. Mais qu'est-ce que tout cela pourrait signifier? Soudain, l'horloge a sonné l'heure et elle a été tirée de ses pensées. La tempête persistant, elle ressentait une lourdeur dans les airs, comme si la maison même était enveloppée de chagrin. À l'extérieur, une silhouette cagoulée passa dans l'ombre scintillante. C'est le frère d'Eléanor, Martin Ogden, un poète reclus qui s'était éloigné des secrets malveillants de la famille. Mais il n'avait jamais été loin d'être soupçonné, en particulier en ce qui concerne la mort de Barnaby. Avec son tablier toujours enroulé autour d'elle, mademoiselle Marple se précipita à la porte d'entrée, regardant à travers le verre à la pluie pour avoir un aperçu de Martin, le dos penché contre la pluie de pelure. Elle a hésité un instant, mais la notion de poursuite hâtive à travers le déluge a cassé sa détermination. Saisissant son manteau, elle sorta. La fraîcheur à l'air imbibé de l'humidité se frise autour d'elle comme une main insistante. « Monsieur Ogden !» Elle a appelé, sa voix se tendant contre le vent, et il se tourna brusquement. Son œil est large, avec surprise. « Mademoiselle Marple !» Il a crié au-dessus de la tempête. « Je fais juste une promenade. Une promenade du soir aide l'esprit. » « Une promenade ? Dans ce temps, mon cher homme ? Vous ne devez pas être si téméraire, » a-t-elle dit, forçant un ton clair malgré leur conversation tendue. « Avez-vous peut-être quelque chose qui trouble votre cœur ?» Il hésita, la pluie coulant de son chapeau tordu, ses doigts se contractant avec anxiété. Le village est devenu trop bavard ces derniers temps. Des rumeurs concernant Barnaby. C'est pire que de simples potins. On a peur des ombres. Mademoiselle Marple l'a étudié. A-t-il été alarmé par une véritable préoccupation? Ou mangeait-il quelque chose de plus sombre? Les ombres peuvent trahir, a-t-elle répondu attentivement. Que savez-vous de ces chuchotements qui nous suivent? L'expression de Martin s'est affinée, ses yeux se rétrécissant contre la nuit
de mauvaise humeur. Peut-être que je sais que le passé est mieux laissé enterrer, un peu comme ma sœur. Pensez-vous que je ne ferai rien pour protéger sa mémoire de si vils recomptes? Éléanore n'est pas le seul spectre qui nous hante, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple se pressa, essayant d'ignorer les doigts glacés, recroquevillant sa colonne vertébrale. Il y a quelque chose sous les racines de cette tragédie, quelque chose qui attend d'être découvert. Avant qu'il ne puisse répondre, le son des pas de éclaboussure les interrompit. Le berceau de gendarme se dirigea vers eux, haletant vivement. « Miss Marple, il y a des nouvelles. Nous avons trouvé plus de fragments des affaires d'Éléanore près de l'Orme. »« Quel genre d'affaires » demanda-t-elle, l'urgence qui le traversait. Son expression était grave et il a tenu les morceaux de la taille d'un paume d'un médaillon de la taille d'une paume, son or effiloché sur les bords. Il appartenait à Éléanore. Il y a une photo à l'intérieur, de Barnaby Teagle. Un froid a traversé Miss Marple en regardant Martin, qui blanchissait sous la pluie, sa bouche une fine ligne de tension. « Je ne savais pas » balbutia-t-il, un froncement de sourcils tournant ses traits. « Je ne savais pas. »« Quoi, monsieur Ogden ?» Mademoiselle Marple a pressé, les yeux se rétrécissant. L'atmosphère s'est épaissie, une accusation tacite, tremblant dans l'air, crépitante comme statique. Elle avait des secrets cachés, peut-être une sorte de... Mais avant qu'il ne puisse terminer, une forte fissure de Thunder le fait taire, coupant la tension comme une lame. Créant leur discours, les trois se tenaient dans la tempête tumultueuse, enveloppés de mystère. Le cœur de mademoiselle Marple a fait la course, réalisant les profondeurs des indices tourbillonnant comme un brouillard sombre autour d'eux. Le médaillon, le fragment du journal, la peur de Martin, étaient-ils de simples coïncidences ou des pièces d'un puzzle néfaste? Alors que la pluie tombait avec une colère renouvelée, elle savait qu'elle trempait sur le précipice de quelque chose à la fois sinistre et révélateur. Que ne savons-nous pas d'autre? Elle se demanda à haute voix, son regard se déplaçant des fragments au visage anxieux de Martin. Mais, alors qu'elle se retournait, un murmure bas résonnait autour d'elle, comme si les morts ont innové à nouveau leur message. Le malaise s'est installé plus lourd dans son cœur alors que les pièces commençaient à se rassembler dans une image inquiétante. Et juste au moment où Martin ouvrit la bouche pour parler, une silhouette est sortie de l'ombre, s'écraser à travers les ronces, criant un nom dans la tempête jusqu'à ce que la pluie l'emporte. « Aide, c'est Éléanore !» Et avec cette proclamation inimaginable, l'obscurité s'approfondissait, attachant Miss Marple à un chemin de révélation surprenante. Une seule chose était claire. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Chapitre 8. Les fils fragiles de la tromperie. Le motif timide des gouttes de pluie contre la fenêtre s'intensifiait, formant une symphonie inquiétante, ponctuée de rumeurs lointaines de tonnerre. Au cœur du manoir de Cresswell, vêtu de laurier, mademoiselle Marple s'est tenue à l'écart, son attention apposée sur la direction d'où l'odeur effrayante du métal froid a parcouru. Avec un œil pratiqué, elle a étudié les ombres troubles dans le salon, une longue étendue vide ornée de photographies fanées et de curiosités antiques qui chuchotaient les secrets de jours passés. Elle ne savait pas, tissés dans la tapisserie complexe de l'histoire familiale, des fils de tromperie fragiles qui se démêleraient bientôt en sa présence. Un crash soudain résonna de l'étage supérieur, brisant le silence oppressif. Skittish, mademoiselle Marple a relâché son chemin, vers le haut de l'escalier, son esprit court avec des possibilités. Chaque étape a fait des souvenirs de ses conversations antérieures de ce dîner fatidique. Les 5 invités de Lord Cresswell qui s'étaient réunis pour célébrer le retour de l'héritier d'une visite prolongée à l'étranger. Chacun a tenu un motif tacite.
À ce moment-là, elle s'est inscrite pour un début. Aucun des meurtriers n'avait encore été comptabilisé, surtout pas depuis la baisse perfide de Lord Cresswell de la grâce le lendemain matin. Atteignant le couloir, elle a remarqué la porte de la bibliothèque entr'ouverte, la lueur vacillante d'une bougie débordant comme une balise de mystère. Poussant la porte doucement, elle se retrouva engloutie dans une scène à la fois surprenante et époustouflante. Elizabeth, la jeune gouvernante, étendue sans vie sur le tapis riche et usé, ses caractéristiques délicates, étrangement sereins dans la mort. Un médaillon argenté fragile scintillait à côté d'elle, sa chaîne tordue et cassée comme le sombre sort qui l'avait cherché. « Oh, mon cher !» murmura mademoiselle Marple, à genoux instinctivement à côté du corps. Le médaillon, gravé doucement avec les lettres JB, était un détail curieux qui a attiré son attention. Elle a rappelé la voix douce d'Elisa récitant de la poésie aux enfants, bien qu'elle ait à peine aperçu les relations de la fille. Discrète mais observatrice, elle ne connaissait pas peu les profondeurs cachées sous cette façade polie. Le mélange de caractéristiques tendres et de désillusion a indiqué qu'Elisa avait des rêves liés par les contraintes de sa station sociale. À l'extérieur, la pluie s'est enflammée violemment contre la fenêtre, presque comme si elle chuchotait des secrets qu'il ne pouvait plus tenir. Un bruissement mystérieux se répercute de l'intérieur des profondeurs chaotiques de l'esprit de Miss Marple. Les fils liant le présent au passé ont commencé à se tisser à nouveau. Un bruit soudain du couloir a détourné son attention. En glissant silencieusement à la porte, elle regarda dans le couloir, faiblement éclairé, où une silhouette familière est apparue. C'était Jonathan Betts, le frère aîné d'Elisa et un artiste local, dont l'air mélancolique suggérait souvent des douleurs plus profondes. Son teint cendré était un masque pour ce qui se trouvait en dessous. Culpabilité peut-être, ou quelque chose de plus inquiétant. Il n'a pas remarqué Miss Marple en entrant, la bibliothèque, mais elle a attrapé le scintillement éphémère dans ses yeux alors qu'il enregistrait la disparition d'Elisa. « Jonathan, tu ne dois pas !» Elle a appelé doucement, le faisant tourner autour. Le choc s'est épanoui sur son visage pendant qu'elle continuait. « Nous ne devons pas déranger la scène. C'est une question pour les autorités. Mais je dois découvrir ce qui s'est passé. » Il vacilla, le bord effréné de sa voix mélangeant le désespoir de la peur. Elle venait de nous confier à moi un secret qu'elle croyait pourrait nous mettre en danger tous. Un lien forgé par la loyauté familiale a terminé son désespoir pendant un instant, alors que mademoiselle Marple se rapprochait, délibérée. Et quel secret pourrait-il être, cher garçon? Quelque chose à propos d'un scandale au sein de la famille. Sa voix trembla d'émotion. Elisa croyait qu'elle était poursuivie pour une connaissance qui pourrait détruire l'héritage de Cresswell. Mademoiselle Marple élargit les yeux, soudainement conscient des fils scandaleux tissant à travers la tapisserie de la lignée Cresswell. Était-il possible que la mort prématurée de Lord Cresswell et la disparition d'Elisa aient été liées? Elle a demandé avec délibération « Et qu'en est-il de ce médaillon? Il porte les initiales JB. Vous avez peut-être ?»« Le mien !» s'exclama-t-il, avançant instamment sur le médaillon comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. « Je lui ai donné quand elle a commencé à travailler ici, comme un geste de bonne volonté. Mais elle était devenue si effrayante, convaincue que quelqu'un la regardait, nous regardant. » En effet, songea mademoiselle Marple, ajustant ses lunettes avec un comportement connaissant. Peut-être que notre fille n'était pas simplement une victime de circonstances, mais à une idée périlleuse qui a conduit à sa mort prématurée. Mais dis-moi, cher Chap, pourquoi quelqu'un
souhaiterait-il la faire taire? Je ne sais pas. Il est tombé à genoux, le désespoir le consommant. L'enquête a brillé d'innombrables possibilités, alors que le tonnerre se fissurait à l'extérieur, un rappel sévère de la férocité de la nature. Des accusations et des mots mal avisés de cœur ont rempli l'air, alors qu'elle sentait un sérendage sur chaque occupant du manoir de Cresswell. Ils n'étaient rien, mais des fils fragiles dorés de tromperie. Avec l'urgence dans ses yeux et sa détermination qui traverse son esprit, Mademoiselle Marple a tourné son attention vers la cheminée. Dans son coin ne se trouvaient pas seulement des ruines des braises de la nuit dernière, mais un parchemin froissé se distingue à peine parmi les cendres. En s'approchant, elle a atteint les bords carbonisés du journal, révélant une partie d'une note ancrée « Banged ». Il semblait être des proclamations à moitié formées d'intentions de trahison. Alors que son cœur battait la course, elle tourna son regard vers Jonathan, rempli des soupçons qui ont commencé à tisser leurs propres conclusions mortelles. Qui, parmi les Cresswells, pourrait supporter de tels griefs passés? Quelle révélation attendait au moment où ce journal parlait complètement? Car avec chaque fil tiré, la tapisserie de la tromperie a commencé à s'effondrer, englobant plus qu'elle n'aurait jamais pu s'attendre. L'esprit de Mademoiselle Marple a bondi avec des possibilités et des vérités précaires, alors qu'elle prenait une décision fatidique. Affronter l'île clandestin, les entités entourées dans les ombres de minuit du manoir de Cresswell. Là où une vie avait été éteinte, beaucoup d'autres s'attardaient au bord du bord, et alors qu'elle leva son menton avec une résolution, elle était déterminée à briller une lumière à travers l'obscurité enchevêtrée. La pluie a bondi, se mêlant aux fantômes de la présence d'Elisa. Avec un mouvement rapide, Mademoiselle Marple a glissé la note en toute sécurité dans sa poche, prête à découvrir un monde clandestin regroupé de trahisons avant que quiconque ne se cache des fils fragiles de la tromperie. Chapitre 9. Le piège final à minuit. La pluie implacable s'est battue contre les fenêtres au plomb du manoir, une lueur sombre de clair de lune s'échappant à travers les nuages pour danser sur les planches en bois. L'horloge dans le couloir a sonné de façon inquiétante, annonçant l'heure de minuit. Avec chaque réverbération de ces cloches, l'air devint plus épais de tension, comme si la maison elle-même retenait son souffle en prévision. Les chuchotements embrouillés de London Underground, le Binici, son du tonnerre sporadique et le grincement des vieilles charnières combinés en une symphonie de suspense. Mademoiselle Marple était assise résolument dans le salon, ses yeux attentifs se faisant passer entre les différents rapports de police et la correspondance posée à travers la table de noix. La peur des meurtres non résolus entrelacés dans le tissu même de ce village s'attarda comme une ombre. Juste l'après-midi précédent, la police avait trouvé une bande de sang près du sentier menant du Glen, liée à la mystérieuse disparition d'Elsie Prior, la fille du commerçant. Elsie avait été en possession d'un médaillon particulier, tenant un secret que quelqu'un était désespéré de rester caché. Le bruit des pas a atteint ses oreilles. C'était l'inspecteur détective Craddock, son front sortant de concentration en entrant. « Miss Marple, j'ose dire que cette pluie est un signe avant-coureur de quelque chose de plus qu'une simple tempête, » a-t-il fait remarquer, essuyant l'eau de pluie de son chapeau. Mademoiselle Marple le regarda attentivement. « En effet, inspecteur, l'air se sent chargé, n'est-ce pas? Il y a un courant d'urgence ce soir, bien au-delà de l'incendie. »« Tout à fait, » répondit-il, se penchant sur un morceau de papier. « Nous avons reçu un pourboire que quelqu'un prévoit de rencontrer au Old Stone Bridge juste après minuit. Ils ont mentionné une révélation. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec Elsie. » « Intriguant »
Mais qui oserait se montrer dans des conditions aussi lugubres? Miss Marple a sonné, intriguée. Puis-je suggérer de rassembler quelques officiers et d'enquêter tranquillement? Craddock hocha la tête, sa fatigue remplacée momentanément par la détermination. Il faisait signe à elle de suivre, alors qu'il se frayait un chemin à travers les couloirs froids, le manoir apparemment vivant, avec les échos de son passé. Alors qu'ils atteignirent l'entrée, la porte s'est ouverte pour révéler le contour tranchant et convaincant d'une figure masquée dans des ombres juste au-delà du seuil. C'est M. Frederick Henley, l'avocat local, dont le comportement a fluctué entre l'anxiété et l'agitation. « Mon Dieu, Monsieur Henley, qu'est-ce qui vous amène ici à une telle heure ?» Miss Marple a demandé, un scintillement de surprise allumant ses traits. « Je suis venu avec un message urgent, » haleta-t-il, son souffle visible dans l'air froid. « J'ai entendu parler qu'une confrontation est imminente ce soir. Quelqu'un est sur le point de découvrir la vérité sur le médaillon d'Elsie. C'est quelque chose de très cher, à 1 million. Bramwell. »« Monsieur Bramwell, dites-vous » Craddock intervient avec une lueur passionnée dans ses yeux. « L'artiste reclus dans le village » ? « Exactement, » affirma Henley, serrant nerveusement son chapeau. Elsie était sa lutte, Esmuse, mais le médaillon, il contient bien plus qu'une valeur sentimentale. J'ai peur pour sa sécurité. Ensuite, nous ne gaspillons pas un autre moment. Miss Marple a exhorté, se déplaçant déjà vers la porte. Le tonnerre gronda de façon inquiétante au-dessus, comme s'il reflétait le montage d'effroi en eux. Les 3 d'entre eux sont partis dans la tempête, les cœurs synchronisés dans un but. À l'approche du pont, le paysage s'est transformé. Le flottement des feuilles bruissait dans le vent montant, et le bruit de l'eau précipitée a créé une mélodie obsédante sous la canopée des averses. La lumière de leurs lanternes a percé la nuit, se balançant et vacillant comme si elle hésitait à affronter les ombres à venir. Soudain, une figure a émergé le long du chemin, resserrée par la pluie. C'était long et mince, leur silhouette ne se distingue guère dans le fond trouble. « Bramwell !» Mademoiselle Marple a appelé, et la silhouette s'est arrêtée, tournant brusquement à leur chemin. L'artiste est entré dans l'éclairage, son visage gravé de peur. « Tu ne dois pas venir, ils viennent pour moi. »« OMS » demanda Craddock, brandissant sa propre lanterne. « Il ne devrait pas connaître ma connexion avec le médaillon, que je possède une de ses clés. » Il balbutia avant qu'une séquence de foudre illuminait son expression, un mélange de désespoir et de culpabilité. Les pensées de mademoiselle Marple tournoyaient comme la tempête autour d'eux. « Le médaillon a une certaine signification pour vous, alors ?»« C'est le cas, » haleta-t-il, sa voix craquant sous le poids de sa divulgation. « Cela révèle un secret, un trésor perdu, plus précieux que le simple or. » À ce moment-là, une fissure nette a interrompu la tempête des mots, faisant écho de façon inquiétante à travers la nuit immobile. Des profondeurs des bois, 2 silhouettes ont émergé, avançant rapidement vers eux. Craddock, sentant le danger, jetant un coup d'œil à Marple et chuchotait de toute urgence « Nous devons nous retirer ». Mais avant de pouvoir revenir en arrière, les chiffres se sont avancés et se sont rapidement révélés être Jonathan et Philippe, les frères jumeaux qui s'attardaient avec suspicion dans le village. « Le médaillon ne vous appartient pas, Bramwell !» cria Jonathan, la colère lançant son ton. « Passez-le !» Et puis, dans la cacophonie de la conversation, cela a frappé mademoiselle Marple. Il y avait un lien troublant entre leurs mots et les pièces manquantes du puzzle entourant Elsie. Alors que la pluie tombait plus lourde, construisant un refrain sombre,
quelque chose scintillait au milieu des pierres sous les pieds. Elle se pencha, ses doigts broutant un objet métallique froid, le médaillon. Tout comme la réalisation est apparue, le monde autour d'elle a éclaté dans le chaos. Un cri féroce résonna, le tonnerre roulant comme un tambour de guerre lointain, coupant les voix des réclamations. Au fur et à mesure que la pluie s'intensifiait, les ombres se fermaient. Avec une vague de clarté, Mademoiselle Marple a ouvert le médaillon, révélant une note pliée à l'intérieur. Une note qui pourrait tout démêler. Le dernier indice pour terminer une histoire tordue de mystère. Mais avant pouvait saisir sa signification, une main sortait de l'ombre. Elle haleta, l'avenir de l'affaire suspendu de manière précaire dans la balance. Arrêtez-vous où vous êtes. Alors que la nuit s'estompait, le piège était réglé, et la fortune des secrets entrelacés à chaque vie sur le précipice a commencé à se dérouler dans une tournure choquante, laissant Mademoiselle Marple se tenir seule dans la tempête, se débattant avec la vérité qui semblait si proche mais si dévastatrice. Chapitre 10. La vérité enfouie dans le jardin. La pluie est tombée sans relâche sur le village pittoresque de St. Mary Mead, jetant une brume éthérée autour des vieux murs en pierre du chalet de Miss Marple. À l'intérieur, la lueur chaude de la cheminée clignote, le crépitement des bûches, une toile douce à ses pensées de réfléchir. Cloisée dans son fauteuil, elle avait passé en revue ses notes sur le cas curieux de feu Sir Cédric Morel pendant une meilleure partie de l'après-midi. Sa disparition, prématurée, enveloppée de mystère, hantait toujours les villageois. Et l'esprit pointu de Mademoiselle Marple s'est débrimé de questions qui se déshabillent. Soudain, un coup fort résonna à travers le silence, la plongeant dans le présent. Surpris, elle a mis ses notes de côté et a ouvert la porte pour trouver un monsieur Adcock trempé et haleté, le jardinier du Morel Estate. Son calme habituel a été masqué par un air de panique, alors qu'il balbutia « Mademoiselle Marple, vous devez venir rapidement. Il y a quelque chose de terrible dans le jardin. » Intriguée mais prudent, Mademoiselle Marple s'est précipitée pour attraper son manteau, ressentant la tension dans le comportement de M. Adcock. Ensemble, ils ont traversé les pavés lisses vers le domaine Morel. Le Grand Old Manor se tait au milieu de son jardin tentaculaire, qui avait autrefois été la fierté des fascinants partis jardins de Sir Cédric. Maintenant, cependant, il était trempé sous la pluie qui tombe, et l'atmosphère a résonné avec une désolation étrange. Alors qu'ils approchèrent des sentiers en pierre en ruine, le vent hurla comme un fantôme agité. M. Adcock l'a conduite au patch de légumes, maintenant une étendue boueuse où ils s'arrêtèrent à côté d'un patch déterré à la hâte. « Je nettoyais les mauvaises herbes quand j'ai découvert cela, » murmura-t-il, pointant vers la terre fraîchement tournée, perturbée et inégale. À genouilles, Mademoiselle Marple a soigneusement brossé le sol humide, révélant la lueur d'une montre brassette. Ce n'était pas seulement une montre, mais celle précédemment portée par Lady Béatrice, la veuve de Sir Cédric. Cela devait être ici depuis un certain temps, a spéculé Mademoiselle Marple en le tenant doucement dans la paume de sa main. Monsieur Adcock frissonna alors qu'il regardait par-dessus son épaule, les ombres autour d'eux s'approfondissant alors que la soirée descendait. J'espérais que cela ne ferait aucune révélation sombre, mais que si elle, Mademoiselle Marple, toujours observatrice, a remarqué le changement dans sa voix et son comportement. Ses mains tremblaient et il évita son regard. « Vous connaissez Lady Béatrice pendant des années, Monsieur Adcock. Qu'est-ce qui vous obligerait à m'accompagner ici ce soir, même dans ce temps terrible? Ce n'est pas seulement la montre, Mademoiselle Marple. Il y a eu des chuchotements, les villageois.
Il parle du fantôme de Sir Cédric parcourant le terrain la nuit. Et il y a quelque chose que j'ai gardé pour moi, quelque chose sur Lady Béatrice. Ça c'était quoi? L'intérêt de Mademoiselle Marple a été plus étendu. Pour un battement de cœur, la résolution de M. Hadcock s'est effondrée. Elle n'est pas la même femme depuis la mort de Sir Cédric. Je le jure, je l'ai vue dans les heures crépusculaires, parlant à quelqu'un dans l'ombre. J'ai entendu des mots échangés. Parler à qui? Mademoiselle Marple a pressé, ses sens aiguisés. Je pouvais à peine sortir, a-t-il déclaré, baissant sa voix. Mais il y a un nouvel homme près du village. La rumeur dit qu'il a un passé sombre. Lady Béatrice le nie, mais je peux voir que cela lui a fait des ravages. Qui est cet homme? Je ne peux pas dire carrément, Mademoiselle Marple, mais... Leur conversation a été interrompue par un bruissement soudain des haies épaisses à proximité. Un halètement a échappé aux lèvres de Miss Marple, alors que les deux tournaient brusquement. Émergeant des ombres n'était autre que Lady Béatrice elle-même, son visage pâle, illuminé par le nouveau clair de lune, perçant à travers les nuages. « Que faites-vous ici » dispose-t-elle, son ton était rasé avec un mélange de colère et de peur. « Il est tout à fait inapproprié pour vous de creuser dans mon jardin. Que cherchez-vous » Mademoiselle Marple l'a étudié attentivement. La tenue finement pressée de Lady Béatrice a démenti l'humidité de la nuit, mais il y avait un malaise dans son expression nette. Nous sommes tombés sur une vieille montre, Lady Béatrice. Yours, je présume. Son visage se figea momentanément. Un scintillement de quelque chose se répercute, peut-être, en croisant ses traits, avant de retrouver son sang-froid. Cette montre m'appartient. Oui. Mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Plus que vous ne savez, a répondu Mademoiselle Marple, les engrenages de son esprit tournant. Peut-être que cela ramène à Sir Cédric. Dis-moi, où étiez-vous le soir où il est mort? Les yeux de Lady Béatrice se plissèrent. Vous n'avez pas le droit de m'interroger, a-t-elle affirmé, mais il y avait un léger carquois dans sa voix qui trahissait sa confiance. Mais j'ai le droit d'être curieux, ma chère, a insisté Mademoiselle Marple avec un regard inflexible, surtout lorsque les morts semblent refaire surface dans le jardin. La tension était épaisse dans les airs, électrisant l'atmosphère, alors que M. Hadcock fit un pas en arrière. Les lèvres de Lady Béatrice se sont éclaircies, et pour le moindre moment, elle ressemblait à un animal piégé. « Je n'avais rien à voir avec ça », siffla-t-elle, tournant brusquement sur son talon. Elle s'éloigna, se retournant vers la maison. Lady Béatrice, M. Hadcock a appelé, mais elle a disparu dans les couloirs sombres du manoir. Miss Marple, a tremblé la voix de M. Hadcock. Qu'est-ce que cela signifie? Vais-je perdre mon emploi à ce sujet? Avec la montre-brassage de la montre-brassage serrée étroitement dans son poing, l'esprit de Miss Marple a couru. Les pièces manquantes commençaient à s'aligner, mais une révélation troublante se profile. Il y avait quelque chose de plus profond, enveloppé sous le sol du jardin, enterré non seulement sur la terre, mais dans les secrets. Des vérités non spécialisées en attendant d'être découvertes. Alors qu'il remonte vers l'ombre du manoir, Mademoiselle Marple ne pouvait pas secouer les soupçons en elle. Peut-être que Lady Béatrice avait plus de secrets que le chagrin Cairwan. Elle a réfléchi à son prochain déménagement. La vérité se révélerait dans les profondeurs du jardin. Pour découvrir les secrets de Sir Cédric, elle devrait peut-être creuser encore plus profondément. Alors qu'ils atteignirent les portes du manoir, la foudre traversa le ciel, illuminant le vaste jardin derrière eux. Miss Marple a aperçu une lueur d'argent sous le sol. Il y avait plus à trouver, et elle avait le sentiment que cela ne serait pas long
jusqu'à ce que l'obscurité commence à produire ses vérités, si elle seule pouvait trouver le bon moment pour les dénicher. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. La pluie est tombée dans des draps implacables, tambourinant les vitesses étroites de la fenêtre du chalet confortable de Miss Marple, dans le village calme de St. Mary Mead. L'air était épais et curieusement vivant, chargé d'une tension électrique qui semblait annoncer quelque chose d'extraordinaire. Malgré la tempête, un calme inhabituel a imprégné le village, suggérant que les chuchotements secrets de la nuit étaient prêts à se révéler. Alors que l'horloge sonnait 8, soulevant un verre de cordial de fleurs de sureau, Mademoiselle Marple a regardé à travers la fenêtre brumeuse dans la rue pavée obscurcie. Elle avait passé toute la journée à rassembler les fils délicats du récent scandale qui avait enveloppé leur petite communauté pittoresque, entrelacée avec le meurtre violent de Lady Blanche Fairfax dans son manoir ancestral Highmoor Hall. Les chuchotements avaient traversé le village comme des incendies de forêt depuis cette soirée fatidique. Pourtant, ce soir était différent. Un rap pointu et inattendu à sa porte a fait flotter son cœur alors qu'elle se détournait de la fenêtre. L'ouverture de la porte a révélé Agnes Worthington, son voisin et son cher ami. La pauvre femme a été trempée, son chapeau noir comiquement débraillé et s'accrochant à sa tête. « Oh, Miss Marple, tu dois venir tout de suite !» s'exclama-t-elle, essoufflée. « C'est Lady Fairfax. Ils ont trouvé une lettre. Eh bien, une note plus comme à Highmoor Hall. » Mademoiselle Marple, intrigue, piquant son esprit déjà actif, hocha la tête et enfila à la hâte son châle, avant de suivre Agnès dans la tempête, la pluie en train de lutter sans pitié contre eux. Highmoor Hall se tait devant un spectre malveillant, ses flèches imposantes cachées derrière des rideaux brumeux de pluie. Après ce qui ressemblait à une éternité, ils ont dépassé son seuil austère, dégoulinant et résolument anxieux. L'atmosphère à l'intérieur de Highmoor était tendue, étouffante presque. Les rideaux dessinés ne permettaient qu'une lueur du monde éclairée par la tempête à l'extérieur. L'inspecteur Craddock se tenait à la vaste table en chêne, entouré d'une petite foule, des curieuses et des inquiétudes. Le constable local, le majordome et quelques connaissances les plus proches de Lady Fairfax. Leurs expressions variaient d'un choc à l'intrigue morbide. « Ah, mademoiselle Marple !» faisait signe Craddock pour son attention. « Merci d'être venue. La lettre que nous avons découverte, c'est assez inhabituel. » Il a levé une feuille de papier, s'est frappé et taché, révélant une confession griffonnée à la hâte. Mademoiselle Marple se pencha, lisant l'écriture de manuscrits magnifiques mais tremblante. Il portait une seule ligne. « Je l'ai fait pour l'amour et la vengeance. » Il a dû mourir. Un silence a enveloppé la pièce comme un manteau de velours alors que la gravité de la note coulait. « Qui implique-t-il » demanda-t-elle, sa voix calme coupant la tension. La calligraphie correspond à celle de Geoffrey Fairfax, le fils séparé de Lady Blanche, a répondu l'inspecteur, jetant nerveusement les autres présents. Mais quelque chose se sent. Le ton, il y a une passion trop zélée ici. Les yeux de mademoiselle Marple brillaient de pensée, se permettaient d'une deuxième révélation. Geoffrey a écrit ceci. Il ne laisserait guère une confession aussi manifeste derrière. Geoffrey peut être impliqué, mais nous devons nous demander qui bénéficierait le plus de la disparition de Lady Fairfield. Agnès se pencha plus près, parlant d'une voix étouffée. Cela pourrait-il être? Mais cette pensée a été interrompue lorsque M. Jenkins, le majordome, a parlé. Dieu repose son âme. Mais Lady Blanche avait des ennemis, mademoiselle Marple. Elle n'a jamais été du genre à éviter d'attirer la colère avec elle. Des commentaires
colorés. Deux peuvent jouer là-bas. Une voix a coupé. C'est Éléanor, un cousin éloigné de Geoffrey, qui lui avait fourni un abri après que Lady Blanche l'a jeté de son testament. Si quelqu'un avait un motif, ce serait moi. Elle ruinait tout pour moi, mon héritage, mon avenir. Cradock leva une main, imposant un calme au milieu de la tempête croissante des voix. Vous tous, s'il vous plaît. Nous devons considérer les faits avant de sauter aux conclusions. La lettre n'incrimine directement personne, sans autre preuve. En effet, murmura Miss Marple, pensivement, mais cela nous pousse vers la vérité, n'est-ce pas? Lady Blanche avait ses secrets et une vie loin de la façade distinguée. La tempête à l'extérieur fait écho à la tempête dans cette maison. Encore une fois, la pièce se tait, chaque individu luttant avec ses démons intérieurs. Presque comme s'il sentait ses pensées, Jennifer, une connaissance de Geoffrey, entra dans la mêlée, le visage pâle et rempli d'effroi. Mais il y avait un tiers, un dont je n'ose pas parler à la légère, une pierre précieuse rare, Lady Blanche a gardé cachée. La flamme de Maric valant une fortune sanglante. « Arrête !» Cradock ordonnait. « Assez de ces insinuations. Si Lady Blanche avait reçu une menace sur ce bijou, cela pourrait fournir des motifs à quiconque. » À ce moment-là, un pas timoreux résonna dans le couloir sombre. Le groupe s'est tourné alors que Geoffrey lui-même a émergé, humide et tremblant, avec une expression hantée qui n'a fait qu'approfondir le mystérieux fardeau qu'il a porté. « J'ai tout entendu. Vous avez écrit la lettre, » a accusé Cradock, avançant vers lui avec une intensité qui a fait trembler l'homme effrayé. Geoffrey secoua la tête avec ferveur, la panique se reflétant dans ses yeux. « Je n'ai pas écrit ça. Je ne l'ai pas vu avant. Je jure. » Mademoiselle Marple, observant le drame qui se déroule, inhalait brusquement. Il y avait quelque chose de terriblement hors de propos de la réaction de Geoffrey. Alors qu'elle considérait son langage corporel et la lueur d'une autre émotion, un désespoir plutôt qu'une culpabilité, elle a senti les fils du mystère se resserrer autour de ses doigts. Ils se tenaient tous sur le précipice de la révélation, chaque rythme cardiaque synchronisé avec le son incessant de la pluie à l'extérieur, chaque impulsion s'efforçant d'entendre la confession sombre que personne n'avait entendue. Mais mademoiselle Marple savait, s'il souhaitait démêler la tragédie imminente, il devait décoller qui tirait vraiment les cordes. La tempête à l'extérieur a bondi dans un crescendo, noyant l'intérieur dans l'ombre, alors que l'horloge collait neuf. À ce moment-là, elle l'a repéré, une légère lueur cachée sous la table que Geoffrey avait juste presque brossée contre son pied. Alors qu'elle atteignait l'objet, la tension électrique de la pièce ressemblait à un être vivant. Ce qui était caché dans l'obscurité pourrait tout changer. Et la tempête a fait rage, les verrouillant dans les secrets de Highmoor Hall jusqu'à l'aube. La vérité attendait, masquée dans des ombres, pour le chapitre 12, pour l'apporter dans la lumière. Chapitre 12. Le secret sous l'escalier. La nuit bruine lourdement sur le village endormi de St. Marymead, enveloppant le manoir de Cranburn, grinçant dans un voile humide et fantomatique. Les jardins, autrefois vibrants, étaient désormais trempés, leur parterre de fleurs lourdes de pluie. Les nuages bas roulent de manière menaçante au-dessus, alors que la foudre vacillait au loin, illuminant brièvement les branches noueuses des chênes anciens. À l'intérieur du manoir, le faible craquement du feu dans le salon offrait peu de réconfort, car mademoiselle Marple a senti une tension troublante se préparant sous la surface polie de ses amis et connaissances réunis dans le manoir cette nuit-là. Il y avait eu un meurtre. Sir Reginald Barrow était froid et sans vie.
sa présence autrefois effervescente éteinte. L'ambiance étrange de la maison reflétait le sombre humeur palpable parmi les invités, chacun portant un masque de choc qui n'a pas fait peu pour cacher leurs émotions plus profondes. Au milieu de la rafale de potins et de spéculations à moitié sifflées, un individu s'est démarqué. Madeleine, Lady Barrow, dont les yeux fortement voilés contenaient des secrets plus profonds que la nuit à l'extérieur. Alors que mademoiselle Marple était assise avec son crochet dans un coin confortable, un léger tapotement résonnait de l'escalier. Curiosité piquée, elle a mis de côté son travail et s'est déplacée vers le son, ses pas lumineux contre le sol en bois grinçant. Au pied de l'escalier, elle s'arrêta, transpercée par quelque chose de plus troublant que le motif de pluie. Une porte à moitié fermée, juste sous l'escalier. Une faible lumière s'infiltra à travers la fissure, et son cœur battait. C'était une porte qui n'a jamais été mentionnée, ni reconnue par aucun des ménages. Qu'est-ce qui est au-delà? Jane, mon cher, où es-tu? Appelait une voix quasi hystérique du salon. Un plaidoyer à la recherche désespérée de réconfort à l'heure d'assombrissement. La voix appartenait à Madeleine. Venant, ma dame, mademoiselle Marple a répondu, mais ses yeux sont restés verrouillés sur la porte. La tentation d'enquêter sur elle en elle, mais le devoir l'a rappelée dans la pièce, où les condoléances et les accusations précipitées se mêlaient à des sanglots doux. Alors qu'elle revenait à la réunion, elle pouvait à peine secouer la traction lancinante de la porte cachée, ses secrets lui chuchotant dans son esprit. Parmi les personnes réunies figurait Barnaby Thorne, un cousin éloigné de Sir Reginald, dont le chagrin, soigneusement répété, a démenti une curieuse lueur dans ses yeux. C'était comme s'il avait demandé la validation au milieu de la tragédie qui se déroule. Une affaire terrible en effet, ce meurtre, a-t-il fait remarquer, se tournant vers mademoiselle Marple. Pensez-vous que la police trouvera bientôt le coupable? Tout le comté bourdonne de soupçons non fondés. Mademoiselle Marple le considérait régulièrement. Oh, j'ose dire, monsieur Thorne, la vérité exige souvent de la patience. Il faut passer au crible. De nombreuses couches pour révéler ce qui se trouve en dessous. Ses lèvres se courbèrent en un sourire connaissant, mais ses yeux se détachaient nerveusement sur les ombres jetées par le lustre scintillant. Il y avait une profondeur pour lui qui lui a remué l'instinct, quelque chose de brut, peut-être un motif caché entrelacé avec héritage et perte. Déterminée pour ne pas s'éloigner de ses observations, mademoiselle Marple a engagé les autres dans la conversation, rassemblant des extraits d'informations. Le chagrin de Lady Barrow est devenu tranchant lorsque Jane, la femme de chambre, a été mentionnée. Il était largement connu que la dame détenait une autorité disciplinaire sur elle, une position qui pouvait s'adapter à la jalousie. Et comme elle soupirait fortement, il n'était pas difficile de voir la rage éphémère dans son expression. Les heures passaient avec peu de nouvelles, à l'exception des murmures que la police était arrivée pour enquêter. L'atmosphère est devenue plus épaisse avec des soupçons, puis le taraudage a recommencé sous l'escalier, insistant et augmentant avec intensité. Les invités ont échangé des regards, certains se retirant comme si la demeure même remettait en question leur motivation. « Madeleine, dit finalement mademoiselle Marple, je crois que nous devons découvrir quel secret se cache sous votre escalier. Je ne peux pas secouer le sentiment que cela a quelque chose à voir avec cette affaire sombre. » Madeleine hésita, un scintillement de conflit dépassant son visage avant que son expression ne se cache, le défi se glissant dans sa voix. « Pensez-vous vraiment que c'est sage? Certaines portes sont mieux laissées fermées. La tension dans la pièce, enroulée comme une corde serrée, les autres invités se penchant plus près, leurs yeux s'élargissant avec intrigue.
Pourtant, Mademoiselle Marple ferme comme toujours, après peut-être, mais la porte peut contenir plus que des souvenirs poussiéreux. Il peut tenir la clé à toutes nos questions. Et donc, avec du courage allumé par la curiosité, Mademoiselle Marple s'est approchée de la porte. Le son de la pluie tapotant furieusement contre la fenêtre, en synchronisation avec son cœur. Poussée par le besoin de réponse, elle a atteint le verrou. Seulement pour trouver que cela s'est transformé un peu enthousiaste. Avec une douce poussée, elle ouvrit la porte. À l'intérieur, l'air était humide et lourd, et la petite pièce était à peine éclairée par la lumière électrique versant timidement du salon. Alors que ses yeux s'adaptaient, la vision d'un tronc renversé a attrapé son regard. Le contenu, un désarroi d'effets personnels, a chuté de manière askew. Un médaillon argenté, terni brillant à proximité, et curieusement, un pistolet gravé, il est géré par les initiales RB, à celle à moitié cachée parmi les débris. Pourquoi? Qu'est-ce que tout cela? Barnaby se demanda, regardant maintenant son épaule, panique se plongeant dans son ton. Un moment, suspendu, épais de tension, alors que l'esprit de Miss Marple a tourné avec des déductions. Ce tronc, a-t-elle réalisé, n'était pas simplement des biens perdus. Le médaillon, peut-être, pourrait offrir des aperçus dans le passé de Lady Barrow, mais le pistolet. Le pistolet a parlé à Shadows plus profondément que la culpabilité. Monsieur Thorne, a-t-elle commencé délicatement. Pourrait-il que Sir Reginald ait eu plus d'ennemis que des alliés? Ou peut-être que sa disparition n'était pas comme elle, semblait. Que pensez-vous de cette petite découverte? Avant qu'il ne puisse répondre, un cri a fait écho dans le couloir, coupant à travers la tension épaisse. C'était Jane, son visage pâle, alors qu'elle trébuchait, terroriste. Lady Barrow, elle est dans l'étude. Venez rapidement. Et avec cela, Mademoiselle Marple a senti la ruée du destin dans son dos. Une vérité urgente l'attendait. Mais comme ils se sont précipités vers l'étude, elle pouvait déjà sentir le sérandage sur la toile autour d'eux, la réponse au mystère brossant à peine le bord de la révélation. Un secret qu'elle pouvait presque saisir. Ce que la terreur attendait au-delà de cette porte scellerait leur sort, soit finalement exposer l'obscurité dans les murs du manoir de Cranbourne.